En l'an 60 avant Jésus-Christ, la République romaine est au plus mal, fragilisée par de nombreuses crises sociales et politiques, ou encore par les actions d'hommes ambitieux cherchant toujours plus de pouvoir, tout cela ébranlant le régime républicain romain, établi il y a plusieurs siècles. C'est d'ailleurs à cette date qu'est formée dans la plus grande illégalité une alliance privée recueillant trois des hommes les plus puissants de la République romaine. D'abord Pompée le Grand, considéré comme le plus puissant de cette alliance privée. Grand militaire et homme d'État romain, notamment célèbre pour avoir mis définitivement un terme à la piraterie dans les eaux de la Méditerranée. Dans cette alliance, on reconnaît aussi Crassus, lui aussi un grand homme politique et militaire romain. Bien que considéré comme moins puissant que Pompée, Crassus jouit d'une grande renommée, car il est celui qui a mis fin à la révolte de Spartacus, qui a ébranlé la République entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Enfin, Jules César, qui apparaît à l'origine comme le moins puissant des trois dans cette alliance privée, mais qui finira vite par se démarquer de ses compères. Cette alliance organisée par trois des plus puissants hommes de la République est un nouveau facteur affaiblissant la République romaine, qui est étroitement lié à la chute de ce régime des années plus tard, modifiant à jamais le monde romain antique. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui nous allons parler de la République romaine. La République, c'est moi. Régime politique romain iconique de l'Antiquité, durant de 509 avant Jésus-Christ à 27 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi commencer à parler du monde romain antique par la République romaine, et non pas par la période monarchique qui a pris forme avant la République, ou la période impériale plus connue du grand public? Tout simplement car je trouve que la République romaine est plus facile à appréhender que les autres périodes susnommées, sachant que la République romaine représente déjà un sacré bazar. Et c'est bien plus difficile de trouver des sources sur la monarchie romaine, et on aura l'occasion à terme de parler de la période impériale. On va donc voir ce qui a conduit à la mise en place de la République romaine, et de son organisation sociétale et politique. Mais tout d'abord, contexte. Avant de devenir une république, Rome était à l'origine une monarchie, fondée par les légendaires frères Rémus et Romulus vers 753 avant Jésus-Christ, et qui perdura jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, où le roi Tarquin le Superbe, qui se distingue par un règne tyrannique et brutal, est chassé du pouvoir. Les Romains mettent ainsi place une république, où le pouvoir est partagé entre le peuple romain, différentes magistratures et le Sénat. Voilà, je viens de résumer 250 ans de monarchie romaine en 20 secondes, franchement j'adore ce que je fais. Connaissant un développement remarquable, la République romaine devient vite une grande puissance de la Méditerranée, se traduisant par une expansion territoriale impressionnante, notamment via un grand nombre de guerres remportées, que ce soit en Afrique du Nord et en Hispanie contre Carthage, dans ce qu'on appelle les guerres puniques, série de 3 guerres de 264 avant Jésus-Christ à 146 avant Jésus-Christ, mais aussi par des conflits remportés en Asie mineure ou encore en Gaule. La République romaine se distingue aussi par sa formation sociale et politique. On distingue deux types de citoyens à Rome. Tout d'abord les patriciens, considérés comme l'élite de la société romaine, et les descendants des premiers romains, occupant les postes les plus élevés de la société romaine. Et de l'autre côté, les plébéiens, constituant la majorité de la population romaine. Ils sont des citoyens libres, mais ne pouvant pas accéder aux hautes sphères de la politique de la cité, car ne descendant pas directement des premiers romains. Ils sont donc exclus des magistratures politiques et des fonctions religieuses importantes. De plus, les citoyens romains étaient classés selon leur richesse, par le système de classe censitaire, une classification socio-économique basée sur la richesse et la propriété foncière des citoyens romains qui étaient répartis en fonction de leur fortune, déterminant leur rôle dans la vie politique et militaire de la République romaine. Par exemple, les votes se faisaient dans l'ordre des classes censitaires. La classe la plus haute dans la classification censitaire, c'est-à-dire la classe équestre, appelée aussi les chevaliers, débutait le vote, puis c'était au tour de la première classe, la deuxième classe, etc. Et chaque classe avait un nombre de centuries, donc un nombre de votes spécifique. Donc la classe équestre comptait 18 voix, la première classe 80 voix, etc. etc. Et les hors classes, donc les citoyens les plus pauvres, avaient un total de 1 voix. D'ailleurs, fait spécifique à Rome, le vote se terminait lorsque la majorité était acquise. Il y avait un total de 193 centuries, 193 votes, donc une majorité requise à 97. Une fois que la majorité était acquise, les votes s'étaient terminés et tout le monde rentrait chez soi. Donc si les citoyens de la première classe et de la classe équestre s'alliaient, ce qui était fréquent, eh bien ils additionnaient 98 centuries, donc 98 votes, obtenant donc le montant nécessaire pour mettre fin au vote, ce qui faisait que les plus pauvres ne votaient quasiment jamais. Cela répondait à une logique aristocratique, les plus riches assumant les coûts de la cité, guerre, approvisionnement en nourriture, etc. Ils obtiennent par légitimité la captation et la détention des fonctions politiques. Sympa comme système, certaines personnes devraient s'en inspirer. Les citoyens romains, enfin surtout les plus riches et influents, pouvaient accomplir ce qu'on appelle un cursus honorum, c'est-à-dire une course aux honneurs, le fait de gravir les différents échelons de la politique romaine, que les politiciens romains gravissaient dans un ordre spécifique. Tout d'abord, le politicien romain commençait son cursus honorum en tant que questeur, un magistrat financier élu, responsable de la gestion des finances publiques et qui supervise les dépenses de l'État tout en collectant les impôts. On pourrait se dire que donner les responsabilités financières à un novice en politique, qui a de fait très peu de compétences dans ce domaine, pourrait porter préjudice. Et pour le coup, vous avez raison. Mais bon, en y réfléchissant, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, non ? Après son mandat de questeur, le citoyen romain pouvait espérer avoir accès à la magistrature d'édile, qui s'occupe de l'administration de Rome et est responsable de l'approvisionnement des marchés, de l'organisation des jeux du cirque, des célébrations religieuses, etc.
Donc oui, ça pourrait surprendre aujourd'hui que le mec qui doit s'occuper des jeux de la ville soit plus important que le mec qui s'occupe des questions financières de la ville. Mais bon, c'est une autre culture. C'est une autre culture. Une fois son mandat d'édile terminé, le politicien romain pouvait prétendre à la magistrature de préteur, un magistrat judiciaire et gouvernemental où il présidait les tribunaux et rendait la justice dans certaines affaires civiles et pénales. Il exerçait également des fonctions administratives, notamment en tant que gouverneur de province romaine, c'est-à-dire des subdivisions territoriales hors de la péninsule italienne. Enfin, si le citoyen romain s'est particulièrement démarqué dans ses précédents mandats, il pouvait devenir consul. Les consuls étaient les magistrats les plus élevés de la République romaine. Il y avait toujours 2 consuls élus chaque année. Ces derniers exerçaient conjointement le pouvoir exécutif afin d'éviter qu'une seule personne monopolise le pouvoir, pouvant rappeler l'ancienne monarchie romaine. Les consuls étaient les commandants en chef de l'armée romaine, dirigeant les opérations militaires en temps de guerre et présidaient les réunions du Sénat. Il y avait aussi des magistratures et institutions à part, par exemple le tribunal de la plèbe, créé en 493 avant Jésus-Christ. Les plébéiens se sentaient écrasés par les patriciens cédèrent et créèrent le tribunal de la plèbe, une institution essentiellement composée de plébéiens. Les tribuns de la plèbe sont donc devenus les défenseurs des intérêts de la plèbe, ou les défenseurs des intérêts des plébéiens. Les tribuns avaient notamment le droit d'intercessio, qui est une sorte de droit de veto. Si un tribun de la plèbe considérait qu'une mesure ou une décision était injuste, il pouvait émettre ce droit de veto, bloquant ainsi l'exécution de la décision en question, même venant du Sénat. En parlant de lui, le Sénat était l'une des institutions les plus importantes de la République. Composé de sénateurs, il jouait un rôle essentiel dans la prise de décisions politiques, législatives et administratives. Le Sénat pouvait entre autres émettre des avis sur des propositions de loi, appelées Senatus Consultes. Il avait aussi un rôle important dans la gestion des affaires étrangères, dans l'administration des provinces romaines, dans le contrôle des mœurs, etc. On peut aussi parler du dictateur. Dans le monde romain, le dictateur n'est pas une seule personne qui s'est emparée du pouvoir et qui exerce son contrôle. La dictature est dans le monde romain une magistrature exceptionnelle et temporaire. Quand une grande crise s'abattait sur la République romaine, le Sénat pouvait nommer un dictateur pendant 6 mois. Celui-ci avait des pouvoirs étendus afin de mettre un terme à une situation de crise qui touchait la République. Cependant, la République romaine va connaître de nombreuses crises, de nombreuses guerres civiles verront le jour, ainsi que des conflits entre des hommes ambitieux cherchant toujours plus de pouvoir, menant au fur et à mesure à l'affaiblissement du régime républicain. Confirmé par le triumvirat de 60 ans avant Jésus-Christ, une alliance privée et illégale entre 3 des hommes les plus puissants de la République, à savoir Pompée le Grand, Crassus et Jules César. Ce dernier prendra vite le pas sur ses 2 compères et deviendra rapidement l'homme le plus puissant de la République, s'accaparant progressivement tous les pouvoirs, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la République romaine vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Et sur ce, à plus!